j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Yo, bienvenue au deuxième épisode du podcast Un café Holo 7. Un café Holo 7, c'est un podcast qui sortira tous les samedis à 14h. À chaque fois, je prendrai un café avec un pote stand-upper et on passera une quinzaine de minutes à parler de notre passion commune, le stand-up. Ensuite, on passera une dizaine de minutes à parler de sujets de société. Et à chaque fois, on dédiera la deuxième partie du podcast au sujet de la semaine. Pour le premier épisode, j'ai pris un café avec Adrien Arnoux. On a parlé de Donald Trump et on s'est surtout demandé si ça voulait dire que c'était la fin du monde. Si ça peut vous rassurer, on en a conclu que non. Mais depuis, Donald Trump a quand même déclaré qu'il n'hésiterait pas à rayer la Corée du Nord de la carte. Donc on ne sait pas si on est aussi safe que ça. Mais en tout cas, pour le deuxième épisode, je suis hyper content d'avoir pris un café avec Nathan Bensoussan. C'est un pote qui fait du stand-up que je connais depuis quelques mois. On aurait pu parler de l'équipe de France de foot, on aurait pu parler de NBA, c'est deux discussions qu'on a très souvent. Mais ça me tenait très à cœur de parler avec lui d'une passion qu'on a en commun, Harry Potter. Alors c'est un sujet de la semaine un peu clivant si vous n'avez jamais ni lu ni vu Harry Potter, mais vous avez quand même la première partie du podcast à écouter. On a parlé de stand-up, on a parlé de l'équipe de France de foot, on a parlé des millennials. Et si vous aimez un tant soit peu Harry Potter, toute la deuxième partie du podcast sera dédiée à savoir si Harry Potter, c'est l'œuvre de la génération Y. C'est quand même un phénomène de société, c'est quand même un livre qui a été vendu à 450 millions d'exemplaires, ce qui le place juste en dessous de Jésus et Mao, ce qui est quand même pas rien. Donc voilà, on espère que cette discussion vous plaira, c'est parti pour le deuxième épisode avec Nathan Bensoussan. Salut Nathan, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Tranquille. Je suis content que tu sois le deuxième invité. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de pression, après ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu, mais j'espère que ça va être bien. Un peu de pression à cause d'Adrien ou à cause de la discussion générale ? En général, je trouve que vous avez dit, t'es tous les deux très bien. Mais tu seras très bien aussi Nathan. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up toi ? Ça fait combien de temps que je fais du stand-up ? C'est la question qu'on me pose le plus. Ouais. Chaque fois qu'on me croise, parce que comme je suis jeune, c'est la grande question, t'as commencé à quel âge ? Je crois que la première fois que je suis monté sur scène, j'étais très très jeune, j'étais fin de collège. Mais j'ai pas l'impression d'avoir commencé le stand-up à cet âge-là, tu vois. Pour moi, tu commences le stand-up quand tu t'y mets vraiment et que tu fais que ça et que t'es focus par ça. Donc pour moi, ça fait 2 ans. Ok, 2 ans. Et c'est comme, tu sais, Seinfeld qui raconte ce truc, il dit t'as l'âge sur scène que quand t'as commencé, tu vois. Et donc j'ai 2 ans encore, alors qu'en fait, je suis né il y a 5 ans. C'est bizarre un peu. T'as 19 ans là ? T'as eu 19 ans hier d'ailleurs ? Ouais. Bon anniversaire. Ouais, merci mec. Et du coup, ta première scène, quand même si c'était pas ta vraie première scène, parce que t'as que 2 ans de stand-up comme tu dis, mais genre, c'est quoi ta vraie première scène du coup ? C'est l'open mic du lycée, forcément. Ok. Il y avait un open mic de stand-up au lycée ? Pas de stand-up, non. C'était un open mic tout court. Ouais, open mic. T'étais le seul stand-up du coup, j'imagine. Ouais. C'est genre moi, 4 mecs qui font du trombone, de la magie et une meuf qui danse. Et on se rendait pas compte à l'époque, tu sais, on est tous les losers en fait. On était les losers du lycée qui font le truc. Moi j'étais trop heureux. Et donc en fait, mon prof d'anglais s'appelle Monsieur Ritchie, je me souviendrai toute ma vie. Je faisais le cours en classe, j'étais déjà un peu intéressé par ça, mais sans avoir eu le courage de me dire ça y est, c'est pour moi. Ouais, t'étais en 3ème quoi. Ouais. Donc, bon, on t'en veut pas. Et lui m'a dit bah écoute, tu fais le mariole en classe, viens faire le mariole sur scène. Parce qu'on en a pas. Ah, donc c'est Monsieur Ritchie qui t'a lancé la vocation. Et j'ai dit bah ok, je vais venir une fois pour voir quoi. Et je suis allé et c'était nul, je pense, comme beaucoup de premières fois, mais c'était tellement bien en même temps quoi. Est-ce que dans ta page Wikipédia, Monsieur Ritchie il sera noté ? Je pense, tu sais qu'à chaque fois qu'on me demande, je cite son nom. D'accord. Vraiment, Okay. parce que c'est un bon prof et parce que voilà, t'imagines, il m'a fait une passe décisive magique quoi. Grosse passe décisive, à la Zidane. Ouais. Du coup, genre première scène, ça s'est passé comment ? Bah tu sais, tu joues devant tes potes en fait du lycée quoi, donc c'était cool. Moi j'étais trop fier, j'avais l'impression d'être déjà arrivé quoi. Micro ? Non. Voix. Ok. Voix capa muet. Okay. Donc vraiment dur. Okay. C'est un grand théâtre, on a un grand théâtre dans mon lycée, ça faisait genre quoi, 120, 130 places. Donc pour une première scène, c'est genre un peu impressionnant. Que des parents, que des élèves. Et tu sais, le rire de c'est ton pote quoi, donc je vais rire. Ok. Et du coup, t'as eu un déclic là ou là tu t'es dit bon, c'est cool, mais on verra. Ouais, j'ai eu le truc de genre waouh. Ok. Tous ces gens me regardent moi maintenant quoi. T'as gagné beaucoup de temps en ayant eu ça à cet âge-là du coup. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais tu gagnes. Enfin, j'arrive pas à croire que tu gagnes du temps. Je pense que si t'as l'âge que t'as sur scène, ça fait 2 ans. Moi, tu vois, j'ai commencé à 26 ans. Ouais. Forcément que t'as gagné quand même un peu de temps, quoi. Genre, t'as plus de. Ouais, mais comme t'as 26 ans, t'as tellement d'expérience à raconter que moi j'ai pas. Ok. Et il me faudra du temps pour avoir 26 ans. Ça commence à mettre deep ce podcast, genre comme on est chaud là. Ok. Et du coup, là maintenant, c'est ta vraie vie de stand-up depuis 2 ans. Ouais. Elle a commencé quand, le moment où tu te dis ok. C'est Paname. Paname le soir. Ouais, à partir du moment ouais, où t'es programmé au Paname le soir, tu te dis ok mec, c'est maintenant on va vraiment bosser. Et du coup, la première vanne où tu t'es dit ok là j'ai une vanne de stand-up du soir entre guillemets, tu vois genre. Elle est nulle.
mais elle marchait. C'était sur le signe à l'arrière des voitures, attention bébé à bord. Ouais. Et je dis c'est un signe inutile. C'est le vrai signe qui sert, c'est attention bébé au volant. Ok. Ça c'est un signe utile. Attention bébé à bord, ça veut dire que moi je vais devoir aller au lycée avec un sticker à l'arrière de mon vélo. Attention puceau en selle. Ouais, ok. en C'est fait, sur j'ai pas de l'attention vélo. puissance selle. Ouais. Ok, bien. Et ouais, moi j'ai jeté depuis heureusement. Mais On jette mais tous. en fait, elle était dans l'écriture, elle était vraiment. C'était une vanne de stand-up Mhm. avec le rythme et le machin. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, ça s'écrit et ça se travaille et c'est pas juste. J'ai une idée, je la note et c'est marrant quoi. Ok. C'était la première où je me suis dit, ok, ça c'est un vrai job quoi. Et du coup, après, le moment, est-ce qu'on se souvient tous à peu près de notre scène, la scène où genre t'as déchiré pendant 7 minutes et là tu t'es dit, ok, là c'est vraiment chambé là. Tu vois, genre, Y a pas eu de déclic. En fait, je me souviens plus des fois où ça se passe moins bien. J'aime mieux quand ça se passe moins ouais. bien. J'ai un peu ce truc peut-être sado, mais c'est genre c'était bah, pas bien. Tous les grands ils disent que les comédiens doivent bider, hein, que c'est C'est un ça. devoir de bider parce que si tu bides pas, c'est que t'es dans ta zone de confort et du coup, bah, ça peut pas Ouais, marcher. Exactement. Et du coup, ils disent tous qu'effectivement, l'important c'est de bider en fait. Mais j'ai des soirées où tu sais, tu joues et t'es le mec le moins drôle et tu te dis putain, mais je vais revenir et ça peut pas être deux fois la même chose quoi. Et Et c'est Ok. celle-là dont je me t'es en souviens. mission. Ouais, toujours. Ok. Du coup, en vrai, là, dans les trucs assez cool que j'ai retenu pour. Enfin, tu peux aller vers ce que tu veux, mais t'as Ouais. quand même en 2 ans, du coup, comme tu dis, mais t'as été roasté. Ouais. T'as eu un. Ouais. T'as un plateau, t'as eu Ouais. un podcast avec Fred sur scène que vous faisiez sur scène. Ouais, de storytelling, ouais. J'ai jamais eu l'occasion d'ailleurs de passer parce que c'était en plein hiver et que j'étais pas encore assez Ouais. connu pour que vous m'invitiez. mais, mais bon, je vous en veux pas. Et du coup, dans les 3 événements, là, si tu veux parler d'un des 3 ou des 3. Le roast c'était vraiment un truc cool pour moi parce que j'ai jamais aimé fêter mon Un roast, anniversaire. pour ceux qui écoutent et s'ils savent pas Ah ce que ouais. c'est en fait un comédien qui arrive sur scène. T'as plein de collègues comédiens qui viennent pour te faire la misère en fait. Ouais, ils écrivent des vannes sur toi, précisément sur les trucs dont t'as pas Il envie y en a qu'on une que parle. t'as retenue de toi sur toi. Ma préférée, c'est celle de Fred Cham. Ouais, Fred Cham, il fait Nathan, tu voulais être le Kev Adams de ta génération. ouais. Mais ce que t'as oublié, c'est que Kev Adams, c'est déjà le Kev Adams de ta génération. Elle est vraiment. Fred écrit les meilleures vannes pour moi. Il est vraiment en roast, il a un truc, c'est doux, c'est Fred parfait. Cham. Fred Cham, ouais. toujours. Moi, il y a un truc du coup qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est cette association avec Fred Cham quand même, Ouais. qui dure. Mais c'est incroyable. En fait, je pense que personne n'a jamais voulu travailler avec Fred Cham. Oh. Et que une fois que j'ai dit oui, je suis parti pour un contrat longue durée. Mais c'est génial. Fred et moi, on est tellement différents, c'est trop bien quoi. Ok, ouais, Fred il sera invité à un podcast futur. Ouais, il j'ai faut hâte de écouter parler Fred avec Cham. lui. Et du coup, en termes de stand-up, toi, tes premières références, tes plus grosses références, qui sont tes stand-uppers préférés? Ma plus grande honte, c'est que ma première référence, c'est pour de vrai, c'était Kev Adams. hein. Quand j'ai grandi, c'était le mec que j'ai On a déjà vu. fait une référence à Kev Ouais. avec Adrien en parlant de l'espace Kev Adams à Marseille. Oui. C'est-à-dire que peut-être que maintenant je suis obligé de faire une référence à Kev Adams dans Je chaque pense- podcast. Je pense que je suis désolé, mais j'étais lancé écoute, cette Kev Adams, si malédiction. tu l'écoutes, on te passe le bonjour. Ouais, c'est- Kev, vraiment merci pour tout. En vrai, merci de m'avoir ouvert sans à ça. Quoi. cynisme. Ouais. Ouais, parce que. Et ensuite, alors après, pour pas C'est non plus ça. parler de Kev Adams tout le podcast, quel est le premier C'est stand-upper Seinfeld. Après Seinfeld. Ok. Ouais, vraiment. Genre, c'est marrant Seinfeld parce que c'était déjà fini, enfin entre guillemets C'était fini. terminé, il faisait plus rien, tu vois, on le Mm. voyait plus. Et j'ai vu son special, son fameux special. J'ai vu la série et après j'ai vu le I'm documentaire telling you for the last time. Ouais. Ouais. qui est, moi je trouve incroyable. De simplicité. Enfin, c'est tellement Seinfeld résumé en un special quoi. Tu peux pas faire plus simple et plus. Il est là tout seul devant un rideau rouge et il monte, il filme. D'ailleurs, il se passe- le podcast sort samedi à 14h et je pense que Ouais, mardi il aura prochain. sorti son nouveau special. Ah, c'est Ouais, aujourd'hui? c'est là, c'est juste après mon anniversaire, je crois. Ok, donc là, il y a le nouveau special de Seinfeld Ouais. qui est disponible sur Netflix, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on a hâte de voir. trop hâte de voir, ouais. Ok, et après, du coup, il y a eu, j'imagine, Louis C.K., Ouais, Bill Burr, tous les Chris autres, ouais. Rock. Ma plus grosse influence en ce moment, j'aime bien placer son nom parce qu'on le place souvent, c'est Sam Morrill. Ok. C'est un mec qui est à New York et qui est fana des Knicks, qui fait genre peut-être 30% de son matériel sur les Knicks et c'est genre c'est tout ce que je veux quoi. Ouais, je comprends. La meilleure blague de basket, moi, que j'ai entendue, c'est celle d'Adam Sandler quand même. C'est laquelle? Il parle de Will Chamberlain qui a mis 100 points en un match. Hein? Et en fait, il fait 2 act-out. Un où il est dans la team de Will Chamberlain et c'est un mec qui joue avec lui qui lui dit passe la balle, mec. Qu'est-ce que tu fais? Genre, il y a ma famille dans l'ac et genre, pourquoi je joue pas, tu vois? Et après, l'act-out de l'entraîneur adverse en temps mort qui dit qui est censé défendre sur Will? C'est tellement drôle. Adam Sandler qui avait 19 ans à l'époque, il passe chez Letterman, on se souvient pas assez que Adam Sandler ça a été un Mais stand-upper il de est génie. trop fort. Ouais, Ça, ouais. moi, ma vanne préférée qu'il fait, c'est mes parents ils veulent que je sorte avec une fille qui a les mêmes croyances que la famille.
Et il fait papa, pourquoi tu voudrais que je sorte avec une fille qui pense que je suis un schmock? Un tellement loser, quoi. drôle. Ouais, c'est ça exactement. Et pour parler encore une ou deux questions de stand-up, genre maintenant t'as un plateau qui s'appelle le Court-Circuit Comedy Ouais. Club que t'animes avec Fred. Quand ce podcast sortira, j'aurais joué 2 fois déjà sur votre ouais, plateau. et c'est un plaisir. C'est un plateau chambé avec. Franchement, je trouve que le décor est dingue. Je sais pas si vous avez Ouais. choisi pour le décor ou pourquoi. On adorait l'ambiance du truc, ça faisait très. Le rêve de Fred Cham secret, c'est de refaire le Meltdown, Meltdown qui est qui était un plateau de stand-up à Los Angeles. et qui est devenu une émission de télé après. Mais c'était ça, et c'est vraiment cette ambiance-là qu'on aime. Et ouais, c'est vraiment pas une salle de stand-up au départ, quoi. Je pense que c'est ça qui nous a plu dans le truc, c'est que on a fait à l'Art Café beaucoup, qui est très sympa, qui s'appelle le Street Art maintenant. Mais c'est une vraie salle où tu sens que c'est un vrai spectacle. Là, c'est vraiment un truc où avec Fred, on sait qu'on peut tenter des trucs dans cet endroit parce que c'est pas fait que pour le stand-up, quoi. D'accord. Et du coup, une des dernières questions de stand-up avant peut-être de s'éloigner un peu, mais pour toi, le stand-up pour l'instant, 19 ans, tu fais encore des études. Ouais, je suis à la fac. T'es à la fac, du coup, toi, c'est quoi? Une passion, un métier futur, un métier déjà dès maintenant, une façon de vivre? Comment tu vois le J'ai stand-up? toujours vu le stand-up. Moi, j'ai cette analogie tout le temps. Pour moi, le stand-up, c'est comme le foot. Je fais du foot quand j'étais petit. Et j'étais pas bon, tu vois, mais je continue à le faire parce que j'adore le foot. Et je pense que le stand-up sera comme ça. C'est un jour, Avec une potentialité c'est ça. d'évoluer plus facilement Exactement. qu'au foot, parce que là, je suis désolé de te dire, Nathan, mais ta carrière de footballeur professionnel est, je pense, terminée. Donc maintenant, le stand-up, mais le stand-up, c'est Exactement. bien, c'est que tu peux exploser à 30 ans, Exactement, 40 ans, 50 ans. mais c'est vraiment dans cette idée-là de genre, d'abord, tu kiffes. Avant de Ouais, te ouais. dire, je vais faire. c'est Avant de te exactement dire, ça. je vais signer au PSG, je vais jouer pour 180 millions d'euros, je vais Mm. porter le numéro 29. Au départ, t'adores le ballon, quoi. Et moi, j'adore faire des blagues. Ah bah c'est exactement. Moi, ma première interview qu'on a faite de moi, Ouais. c'est Alicia et John qui l'ont faite, qui sont en ce moment à côté Ouais. de nous, donc c'est marrant d'en c'est parler, très mais rigolo. qui réalisent les vidéos et qui sont très talentueux et qui m'avaient posé des questions. Et l'une, c'était qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et moi, c'est ce que j'avais dit, c'est juste de continuer à pouvoir bosser dans le milieu, en fait. C'est-à-dire, Exactement. même s'il y aura des moments moins bons, des moments cool, en fait, je veux juste rester dans ce milieu-là, quoi. Mais moi, je me suis toujours dit, j'aurais kiffé être un joueur moyen de Ligue 1. Ah oui? Tu vois, vraiment. Ok. Un vrai plaisir. Juste parce que Un tu Michael joues Pagis au foot, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et, Et donc, être un joueur moyen de stand-up, pourquoi pas, ouais. Et du coup, après, ça c'est une question peut-être un peu technique, mais je pense que ça intéresse les gens parce que la question revient souvent, c'est la différence entre, enfin, c'est quoi le stand-up exactement? Quelle est la différence entre le stand-up, le one-man show, le machin pour toi? Enfin, qu'est-ce qui t'anime dans le stand-up plus que dans le reste, hein? Moi, le grand truc, ça a toujours été genre. Ma mère, elle est psy. Et elle a vraiment analysé ce truc. Elle m'a dit, quand mes parents ont divorcé, que j'étais très jeune, ma mère, elle était très triste. Et très petit, je me suis dit, ok, t'as plus le droit d'être triste et d'avoir tes émotions. Il faut que tu fasses tout pour empêcher ta mère d'avoir ses émotions qui sont tristes. Et tu vas tout faire pour être vraiment genre cette page vierge qui fait que elle se sent pas encore plus triste que toi, t'es triste. Et du coup, être sur scène et raconter des trucs et parler même de ça, de tes parents qui divorcent, c'est parfois sortir des trucs que t'as gardé tellement longtemps que ça fait un bien fou même quand les gens rient pas, quoi. Avec la sanction du stand-up de rendre ça Ouais, drôle. c'est ça. Et c'est ça Et ouais. c'est encore plus Parce que t'aurais pu écrire des pour toi. poèmes aussi. Ouais, et j'en écris. Mais T'en écris? Ouais. Ok. Ouais. Mais ouais, il y a ce truc aussi de du coup tu dédramatises tout. Et moi j'ai toujours tout dédramatisé parce que c'était mon rôle dans la famille, qu'on a eu des galères et tout. Et bah c'était toujours genre non, c'est pas grave, on se marre quand même, c'est sympa, on s'aime. Et le stand-up, c'est pas la meilleure école pour ça? Si, Si, hein. Si. Ouais, c'est un truc de ouf le stand-up, hein, ça marche vraiment bien. c'est vraiment bien le stand-up. Hein. Bah écoute, je pense que c'est une très bonne transition. On a bien parlé de stand-up, c'est cool. Et du coup, c'est ce que j'avais déjà dit avec Adrien, c'est que ce podcast, je le lance aussi parce que je trouve que les stand-uppers, ils ont toujours une vision du monde un peu décalée et que Ouais. c'est quand même cool de parler un petit peu de comment ça va avant de parler du sujet de la semaine Bien que sûr. tu ne connais pas encore, Non, que tu as potentiellement déjà deviné Ouais. à cause de ma story Instagram d'hier. mais parce que j'ai espionné. on en reparlera. D'abord, juste pour parler un peu du monde d'aujourd'hui. Déjà, on peut commencer par. Moi, j'ai failli prendre comme sujet principal les millennials Mm. parce que j'avais remarqué un truc assez drôle sur toi en fait, c'est que la génération Y, c'est entre ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, et la génération Z commence à 1995. Donc, t'es un petit peu un espion des deux générations. On parle souvent des vieux et des jeunes aujourd'hui Ouais. comme des grands tout. C'est-à-dire, ouais, tous les vieux sont racistes, tous les jeunes sont devenus cons. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir comment. Enfin, tu vois, genre, t'es le parfait exemple. T'es un millénial, génération Z, Y. Du coup, est-ce que t'as un truc pour qu'on arrête de penser que tous les jeunes sont les mêmes et que... Mais il faut qu'on leur parle en fait. Ouais, voilà. C'est ouais. vraiment Ouais, tout la con quoi. discussion Bastia, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Exactement, et c'est mais même nous, et je pense que tu vois, j'aurais jamais l'occasion, je pense, d'aller discuter avec toi, vers un mec qui est comme toi, si je faisais pas tout ça avant. Tu vois. Les mecs qui ont mon âge avec qui je discute, et parfois qui sont passionnants, il y a des mecs qui ont mon âge et qui sont passionnants, et qui sont passionnés, et qui ont plein de trucs à raconter, mais
on leur offre pas les possibilités de discuter entre générations. Et du coup, on se retrouve à être forcément à discuter entre mecs de 20 ans, entre mecs de 25, entre mecs de 30, entre mecs de 40. Est-ce qu'on serait pas dans un monde aussi où mine de rien, c'est pour ça qu'on parle, les vieux parlent des jeunes comme un grand tout, c'est qu'ils ont un peu peur, c'est qu'on était dans un monde avant où plus tu avais d'expérience, plus tu pesais, plus tu étais vieux, plus tu savais des choses et plus tu étais respecté, alors que là on est dans une génération où bah, en fait ceux qui pèsent, c'est ceux qui maîtrisent tous les outils, qui ont appris à parler mandarin à 6 ans, qui font des choses de ouf, et du coup peut-être qu'il y a aussi un changement de... bah, aujourd'hui c'est les jeunes qui lancent un petit peu la dynamique, quoi. Mais... moi, les jeunes, ils lancent pas le truc tout seul. Le mandarin, qui est-ce qui te l'a appris? C'est un mec qui avait 50 ans et qui a appris le mandarin. Je pense que c'est peut-être Internet aussi, malheureusement, c'est ça le problème. Ah, tu penses que tu peux apprendre le mandarin sur Internet? Bah écoute, challenge accepted. La semaine prochaine, je C'est parle parti. mandarin couramment. Je me lance ce défi pour le prochain podcast. Non, okay. Bon, un autre petit débat avant de passer sur le sujet de la semaine, mais on pouvait pas ne pas parler quand même de l'équipe de France de foot. Ah non. C'est un débat qu'on a assez souvent. J'y ai pensé aussi. Tu pensais qu'on allait peut-être parler de ça en sujet principal? Ouais, j'ai hésité, mais là, juste en sujet ponctuel, tu vois, par exemple, est-ce qu'on rentre directement dans le cas Benzema C'est ce que moi, j'ai été préparé à ça. Ok, non, ça va pas être le sujet principal, mais du coup, Benzema, c'est en équipe de France. Oui. Oui, moi aussi, je pense que oui, évidemment. Mais moi, je vois le truc comme un... justement, c'est l'analogie foot stand-up, c'est... Si un mec est très marrant, comment ça se fait qu'il joue pas sur ton plateau? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais qu'on n'oublie pas que je pense qu'il faut que Benzema soit en équipe de France parce que c'est le meilleur attaquant de la décennie. Français, mais j'ai lu par exemple le Capitaine de Marcel Desailly, son autobiographie, et il parlait dans ce bouquin de l'importance quand même du groupe. Il parle tout le temps de groupe Deschamps, il me saoule avec ça. J'ai même fait une chronique un jour en disant qu'il me saoulait avec ça. Mais en fait, la façon dont il en parle vraiment comme un truc en fait prépondérant dans l'aventure des Bleus entre 98 et 2000. En fait, c'était vraiment le fait que tout se passe bien dans le groupe qui faisait que c'est... Mais pourquoi? Parce que le groupe, il était composé des meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? S'il avait pas pris Zidane, le groupe il aurait peut-être pas aussi bien fonctionné. Si Eric Cantona il nous écoute, il sera pas content, mais... Ouais, mais non, Cantona il était pas encore. Enfin, il était pas prêt pour cette Coupe du Monde. C'était pas sa Coupe du Monde. Non, l'Euro plutôt, c'était l'Euro 96. Mais bon, en tout cas, là, on va pas parler trop de foot spécifiquement, mais du coup, alors juste pour faire une petite transition pour ceux qui ne s'intéressent moins au foot, mais qui pourraient être intéressés par ce qu'on va dire, c'est l'importance des Bleus dans le paysage sociétal français, parce que ça crée des débats. Parce qu'à un moment donné, c'est l'équipe de France, quoi. Moi, la première fois que j'ai pleuré pour du foot, c'était 2006. Hein. Bah oui, parce que t'es né après la finale de la Coupe du Monde 98. Et enchanté. Donc ma première finale avec l'équipe de France, c'est celle-là, 2006. Et c'est la plus... J'avais ton âge quand on a vécu 98, et moi c'était des pleurs mais de joie. Mais je les ai pas eu, moi. Et je pense que c'est intéressant. Moi je pense que je les aurais pas eu à l'Euro si on avait gagné. Ouais, moi non plus. Je comprends. Je pense vraiment que je les aurais pas eu. Je suis passé à autre chose assez rapidement aussi. Je sais pas pourquoi. Parce que pour moi cette génération était trop lisse. Il y avait pas un côté. Je trouve que la 1998, il y avait une génération inspirante des personnages et aujourd'hui ils sont tous forts. Je les aime tous beaucoup, mais il manque de gens qui véhiculent. Tu vois, il y avait Thuram, il y avait quand même des gens comme Desailly, il y avait quand même des gens comme Zidane. Bon, ça après c'est un autre débat encore. Lizarazu, il y avait des gens quoi. Ouais, là c'est beaucoup de jeunes. Ouais, bon, c'est vrai que l'équipe de France aujourd'hui elle a tous les problèmes sur le dos en ce moment. Mais il faut pas non plus les. Voilà, c'est ça. Les accabler eux quoi. Et écoute, on verra les prochains matchs en octobre. Écoute, on parlait de films, c'est une super transition pour le sujet de la semaine. Moi, en fait, j'ai eu le déclic. Il faut que je lui rende hommage d'ailleurs avec Clément Hetzel, qui est un pote à moi. J'étais dans le métro dimanche. Et je vais faire un nouveau podcast avec Nathan Bensoussan. Il t'avait vu au One More, on discutait un petit peu. Et à un moment donné, je lui dis, j'hésite à parler des milléniaux, de l'équipe de France, de choses comme ça. Et puis à un moment donné, je dis, mais non, mais en fait, évidemment. Et j'ai eu le déclic quasiment tout seul, mais en parlant avec lui. Donc quand même, merci à lui. Merci. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on parle d'Harry Potter en fait. Alors attention, moi je peux t'arrêter tout de suite. T'as dit film. Pour moi, Harry Potter, c'est pas que des films. Ouais, bien sûr, on va en parler, évidemment. C'est mon grand truc de fan d'Harry Potter, c'est genre wow. Mais du coup, le sujet de la semaine, il va être est-ce que Harry Potter, c'est l'œuvre de la génération Y, entre guillemets, c'est l'œuvre de notre génération. C'est-à-dire que moi, j'ai une histoire très particulière avec Harry Potter. Pour remettre les choses dans le contexte, j'avais jamais lu ni vu aucun Harry Potter jusqu'à il y a 1 an. Ça, c'est fou. Alors que j'étais responsable d'un festival de court-métrage qui avait accueilli David Yates, le réalisateur des 4 derniers Harry Potter, et j'ai jamais vu ni lu les livres ni les films parce que j'étais feignant et j'étais en école de commerce et je faisais n'importe quoi. Et j'ai parlé avec David Yates, le réalisateur des 4 derniers Harry Potter, sans trop savoir ce que je disais. Et en fait, mon frère, qui lit beaucoup, m'a imposé des livres à un moment donné. Il me faisait une sorte de club de lecture informel. Et un jour, il est arrivé devant moi en me disant, voilà, ça c'était prochaine lecture. Il m'a donné les 7 Harry Potter. Yes. Et moi, je bougonnais. J'étais en mode non. Et en fait, j'ai eu les 7 tomes en 2 semaines. Ouais, oui, forcément. Vraiment en 2 semaines. J'étais au chômage. C'était vraiment une période. Je suis sorti du 7e. J'étais encore à Poudlard. Enfin, tu vois, je m'étais créé un monde. Bah oui. Après, j'ai vu tous les films.
Et ensuite, mon frère, parce que c'est quand même une anecdote sur Harry Potter qui se passe en 2 mois, où après mon frère avait pris des places pour aller voir le marathon Harry Potter au Grand Rex. Ah, mais oui. Et je suis allé le voir avec lui. Et entre 2 films, à un moment donné, il y avait un mec qui disait au Grand Rex, devant 2000 personnes, quasiment tous habillés en Harry Potter, parce qu'il y avait des fous quand même, parce que moi j'aime Harry Potter, mais pas au point de me déguiser comme eux. Et qui me dit s'il y en a qui veulent venir parler au micro sur la scène pendant les pauses, raconter des anecdotes sur Harry Potter, etc., c'est cool. Et moi je regarde mon frère et je dis c'est du stand-up ça. Et ça fait 3 mois que je fais du stand-up, 3-4 mois, et je me suis levé, j'avais un gros pull de The Roots, des gros Jordan, et je suis passé devant 3 gamins qui étaient déguisés en Serpentard en mode dégagez de là, faut que j'aille prendre le micro, j'avais peur de louper ma chance. Et je suis arrivé devant le truc, le mec m'a vu arriver avec ma dégaine de pull de The Roots, etc. Ouais. Il a pris le micro, il a fait c'est bien pour parler d'Harry Potter, hein. Tu sais, genre l'air de dire sinon je te pète les genoux, quoi. Et j'ai raconté une anecdote avec David Yates, où à un moment donné, à un dîner, je parle de Voldemort parce que j'avais lu quand même les pages Wikipédia. Et il me dit t'as pas le droit de dire ce nom. Et moi j'ai répondu à David Yates pourquoi ? Parce que je ne savais pas à cette époque-là qu'on n'avait pas le droit de dire le mot. Ouais, j'en étais là. Et je raconte ça sur scène, et du coup ça s'est arrêté sur jouer devant. J'ai jamais joué devant autant de monde de ma vie, et c'est un peu. Et du coup Harry Potter m'a amené tout ça. Et du coup moi Harry Potter c'est arrivé très tard chez moi. Voilà, très tard, mais je pense que Harry Potter, toi par exemple, c'est assez drôle parce que t'étais même pas né pour la sortie du 1 et t'avais 2 ans pour la sortie du premier film. Ouais. Comment ça se fait que t'es rentré dans cet univers-là alors que tu vois, genre c'est 5 ans, 6 ans plus tard, quoi, 7 ans plus tard même peut-être. Harry Potter, pour moi, ça a toujours été le truc auquel on jouait dans la cour de récré quand j'étais petit. Ah d'accord, ok, il y avait ça déjà. C'était vraiment ça, on jouait aux baguettes et on dit. Et moi j'ai toujours joué à ces trucs sans jamais avoir vu les films, c'était mon secret d'enfant. Tu sais, c'est genre, faut que je leur fasse croire que je connais Harry Potter et que j'ai tout vu et tout. Parce que ma mère m'a toujours dit tu regarderas pas les films, c'est trop violent pour toi, tant que t'as pas lu les livres. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Ah, donc très intelligent quand même. C'était pas juste tu vois pas sans explication, c'est d'abord tu lis les livres. Ouais. Et du coup tu les as lus. Et c'est fantastique quand t'es enfant, c'est tout ce que tu veux lire et voir et entendre, quoi. Parce que tu as ce truc de. Moi en fait, je l'ai attendu ma lettre. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui ? Que t'as pas eu ce truc-là du tout. Tu l'as attendu ? Mais non, parce qu'il y a un moment où tu grandis et tu sais que ça n'arrivera pas, mais t'as quand même une partie de toi qui te dit c'est à ce moment-là qu'il reçoit sa lettre, tu vois. Okay. Et du coup, j'ai eu la chance de les lire avant et pendant l'âge qu'ils ont. Et du coup, tu grandis pas avec eux, mais après eux. Et je pense que ça, c'est vraiment ma génération. Okay. Ta génération, à la limite, grandit avec eux, parce qu'en fait, vous aviez l'âge quand c'est sorti. T'as connu une sortie de livre quand même où tu l'attendais ? Ouais, le 7. Le 7. Je me souviens le 7 l'avoir lu, le jour de sa sortie. Ça, c'est une émotion que j'ai jamais eue. Du coup, toi, le 7, t'as eu un jour. C'était quoi, là, du coup, ce jour-là là, genre, tu savais que le 7 était sorti ? Parce que j'ai même lu un truc où. Qui avait dit ça ? C'était l'assistante de J.K. Rowling qui avait dit « J'ai su que ça devenait vraiment quelque chose d'important lorsque les librairies n'ont pas eu le droit de mettre en vente Le Prisonnier d'Azkaban avant le 17h afin d'éviter que les enfants ne sèchent les cours. » Est-ce que c'est vrai, toi, que ça aurait pu limite te faire sécher un cours la sortie ? Ok, c'est à ce point-là, quoi. Et je pense que même aujourd'hui encore, c'est quand ils vont sortir le Fantastic Beasts 2, donc c'est les prequels. Les Animaux Fantastiques, c'est des films qui ont lieu avant et c'est ça. Dans le même monde. Je pense que si un jour ils font une projo privée, avec Jude Law qui va jouer Dumbledore jeune, je crois. Ouais, Jude Law qui va jouer. Et Johnny Depp qui joue. J'ai failli participer au casting. Ils ont lancé un grand casting parce que Après, ça a été mon truc aussi. Tu sais, quand tu grandis avec Harry Potter, tu le vois plus de la même manière. Moi, maintenant, je le vois comme un film et tout, et je me dis, j'aurais tellement aimé jouer dans Harry Potter. Mais c'est moi, j'aurais pu sécher des cours. T'aurais été un hyper bon Harry Potter d'ailleurs. Tu trouves ? Ouais, vraiment. Mais tu sais que. Avec mon ex on en parlait beaucoup. Dans la description d'Harry Potter physique dans le livre, c'est genre un mec avec les cheveux bouclés et les yeux moins clairs que ce qu'il a et un plus grand nez et il me ressemble plus. Et donc j'ai l'impression d'être le Harry Potter du livre, quoi, parfois. Okay. C'était mon grand truc. Et du coup toi tu l'as lu jeune, tu les as relus depuis ? Toujours, je les lis quasiment tous les 2 étés, je les relis tous. Ok. Parce que c'est trop bien. Et du coup là, en les lisant, en prenant un peu plus d'âge, etc., est-ce que tu as vu, enfin moi à un moment donné, comme je les ai lus plus vieux, genre j'ai pété un plomb, il y a vraiment toute une analyse, par exemple Enfin, moi je trouve que J.K. Rowling, elle a vu venir le courant dégagisme, tu vois, avec toutes les élites sont corrompues dans les 6 premiers livres, Malfoy, Ombrage, Quitter, Fudge, il y a les journalistes qui font n'importe quoi à la botte de l'État, les fake news, elle a quasiment inventé le phénomène de fake news, elle a vu la montée des extrémistes, parce que bon, on peut voir aussi que Voldemort c'est l'extrémisme qui arrive, au point de se demander est-ce qu'il y a un Harry Potter dans notre monde aujourd'hui pour pouvoir se voir ce qui se passe, mais du coup il y a quand même un côté un peu ouf que de tout ce qu'elle a mis en avant, tu vois, c'est pas que un livre... Bah ouais, mais c'est ça qui est fou, mais moi le truc c'est que comme je les ai lus jeunes, maintenant que je les relis, je les relis encore avec cette âme de gamin. Je les ai jamais vraiment vus d'assez loin, quoi. Je suis toujours à fond dedans, mais du coup ça m'a permis
d'appréhender ces événements d'une manière complètement différente. Et c'est hyper intéressant. Il y a une étude qui dit que les jeunes qui ont lu Harry Potter quand ils étaient jeunes sont beaucoup plus tolérants. Et je pense que c'est logique, quoi. Parce qu'on a grandi avec tout ce truc de, bah ouais, les sangs mêlés, c'est cool. C'est peut-être même les mecs les plus forts, finalement. Enfin, tu vois, tous ces trucs de genre, c'est pas bien de dénigrer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'une bonne naissance. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Du coup, t'es préparé à la vie d'adulte, quoi. Ouais, on parle de la vie d'adulte, on parle sur. Ouais, moi j'ai été étonné même de la gestion du deuil quasiment, ou des choses comme ça. Enfin, pour moi, par exemple, la mort de Dumbledore, c'est vraiment le truc que j'ai le plus regretté d'avoir vécu en mode spoil. C'est-à-dire que je savais qu'il allait mourir, moi, quand je les ai lus, parce que j'avais entendu forcément des discussions autour de ça, etc. Et du coup, il y avait vraiment un côté de. Et merde, genre je sais ce qui se passe exactement. C'est trop dommage. Et pour moi, tu vois, la mort de Dumbledore, ça a dû être quasiment l'équivalent de la mort de Mufasa, quoi, dans la tête des gens, quoi. Mais tu sais que moi, je suis allé voir, donc je l'avais lu, mais je suis allé le voir au cinéma, le 6, parce que j'avais l'âge pour aller le voir au cinéma quand il est sorti. Et au moment où Dumbledore tombe au ralenti, t'as une dame dans le cinéma qui s'est levée et qui a fait genre non. Mais vraiment, parce que c'est refusé l'info, quoi. Ouais, parce que la mort de Dumbledore, et c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas comment il meurt, c'est après, quoi. C'est l'après de Dumbledore. En fait, c'est exactement ça aussi. C'est qu'en fait, Dumbledore, il y a un truc de ouf, c'est que on est dégoûté et après on apprend qu'en fait, c'est limite un mec, comme dit Rogue, qui a envoyé Harry Potter à l'abattoir, que c'est limite un sale type, en fait. Mais et puis moi, c'est hyper, ça c'est hyper intéressant dans ta manière d'appréhender les choses, mais c'est qu'il continue à vivre dans l'esprit d'Harry. Il y a tout ce truc de, est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce que t'as ce truc de, moi ma grand-mère elle est morte quand je lisais les livres, et j'avais ce truc aussi un peu de, putain ça se trouve elle est encore là, ou j'ai l'impression de la sentir, et je pense qu'il y a, enfin elle a vraiment. J.K. Rowling, elle a réussi à retransmettre des émotions qui sont tellement fortes et tellement simplement, quoi, dans des histoires d'ados au départ. Mais surtout qu'on parle quand même d'un bouquin qui est juste derrière la Bible et le livre rouge, en fait. Il y a eu 450 millions d'exemplaires vendus, c'est quand même un succès. C'est-à-dire que moi, mon frère, il était dans une école à Sciences Po où il y avait une chaire sur Harry Potter. Il a fait son mémoire sur Harry Potter. C'est génial. Parce que le professeur de littérature qui était là-bas, qui s'appelle François Combat, qui est un mec qui a quasiment tout lu, c'est la légende, c'est le mec qui a quasiment tout lu, et qui en fait disait qu'en fait Harry Potter c'était juste une des œuvres les plus importantes littéraires du siècle, quasiment. Et au point où aujourd'hui François Combat et mon frère et sa classe, etc., ils se retrouvent parfois, et moi j'y suis allé en fait c'est des dîners où ils parlent juste d'Harry Potter pendant 4 heures, et en fait je me suis rendu compte que tu pouvais faire, enfin moi qui ai commencé ça à 27 ans, j'imaginais pas du tout ce monde là, mais en fait c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Genre génial. Même la discussion, tu vois, genre par exemple un truc con, genre pour recentrer de façon un peu plus simple la discussion, mais par exemple c'est quoi ta maison préférée? Poufsouffle. C'est Poufsouffle, toi? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont Poufsouffle. Je me suis considéré comme un Poufsouffle. Ok, pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop arrogant de dire que t'es un Gryffondor. Ok. Il faut plus dire ça, les gars. Il y a 4 maisons. Vous êtes tous soit Gryffondor, soit Serpentard. C'est pas possible. Est-ce que Serpentard c'est des connards pour toi? Non. Voilà, non. ça c'est bien, ça c'est bien. Et ça c'est hyper intéressant. Mon de frère comment voulait que elle je pose cette construit. question parce que mon frère se considère comme étant Serpentard. Mais non, mais attends, mais c'est hyper intéressant de comment elle l'a construit. Harry c'est un Serpentard, hein, ouais. pour moi. Et ça l'a toujours plus ou moins été. Ok. Il s'est retrouvé à Gryffondor, mais il a des phases de Serpentard qui sont incroyables. Et il est vraiment, il a des trucs qui sont très égocentriques. Et c'est intéressant de comment elle prouve que c'est pas grave d'être comme ça, en fait. Et que c'était pas forcément mauvais au fond. Malfoy, c'est pas méchant. Non. J'ai revu le 7 épisode de hier à la télé. Quand Voldemort a dit rejoignez-moi, il revient quand même bien dans la team des mange-morts tranquilles, quoi. Malfoy, c'est pas un méchant, c'est un lâche. Et c'est hyper intéressant qu'elle puisse nous dire ça. Ouais, c'est vrai. Elle puisse nous dire que non. T'es tellement tolérant, Nathan. C'est parce que j'ai lu Harry Potter. C'est beau ce que tu dis. Malfoy, mais pour moi, il y a ce truc. Malfoy, il y a des analogies avec les mecs qui partent rejoindre Daesh. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est des mecs qu'on. Malfoy, il a jamais eu d'amis. Comme Harry a eu ses amis, il a jamais grandi dans une famille comme dans laquelle a grandi Ron, par exemple, où il a été aimé, et on le voit jamais vraiment avec une copine, ou un peu une copine dark et bizarre, et il a toujours été dans ce truc où il était souvent seul. Je pense que pour moi, Malfoy il rejoint Daesh, quoi. et il rejoint pas Daesh parce qu'il est méchant, il rejoint Daesh parce qu'il est perdu et il sait pas quoi faire. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, ok, donc toi... Tu te vois plus comme un pouce-souffle. Eux, c'est la tolérance ultime, quoi. Ouais. Tout le monde est bienvenu chez nous. Et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les 3 premiers épisodes, tu penses que pouce-souffle, c'est juste des mecs un peu. C'est les L. Qui fument de la weed et qui ont des Sarwell. Ouais. Et après, il y a Cédric. Qui est hyper intéressant. Heureusement comme qu'il y a personnage. Cédric Diggory, parce que sinon, il n'y a plus personne. Si, il y a Tonks aussi. Ouais, non, il y a deux seuls. Ouais, oui, mais c'est hyper intéressant qu'elle prouve que. Si, le mec des Animaux Fantastiques est pouce-souffle. Exactement, voilà. Oui. Bon, ça c'était un peu. Il y a des analyses hyper intéressantes sur ce film-là, mais je pense qu'il faut pas qu'on en parle parce que on fera une petite digression rapide, mais. Mais ouais, les Poufsouffles, ils ont ce truc de. C'est quand même des mecs forts en fait, et c'est important qu'elle prouve que dans chaque maison,
il y a des gens très talentueux. Parce que sinon, ça faisait vraiment genre Gryffondor, Serpentard et le reste. Moi, par exemple, je me Ouais. dis Gryffondor, donc ok, mais moi, c'est Mais- plus le Gryffondor Neville que le Gryffondor Harry Potter, quoi. Ben, pour moi, mon grand regret, c'est que Neville ne soit pas dans Poussouf. Toi, c'est un Poussouf, Neville. Ah ouais, je Ouais, pense. je comprends, Il a... je Mais comprends. non, mais c'est ça qui est Il a hyper le courage, intéressant puis aussi. c'est lui qui bute Exact. le dernier Horcrux. hein. Exactement, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que t'es pas dans une seule maison. C'est quasiment l'élu, en fait. C'est lui qui. Mais t'as Oui. lu les livres, Bah oui, ça bien te sûr, fait bien lui. sûr. Ça aurait pu être lui. Et Ouais. au final, on sait pas si c'est lui ou pas. Tu Ouais, vois, il y a ouais, ce c'est truc vrai. de- C'est vrai. Ton personnage préféré, c'est qui? Je suis obligé de dire Harry, pour tellement de raisons. Ah Et ouais c'est tellement basique, mais c'est Harry, ouais, c'est sûr. Ah, c'est Harry. Parce que Oh, Harry. tu interdis qu'on pense que ça soit Gryffondor à la meilleure maison et Ouais. tu choisis Harry comme personnage principal préféré. C'est C'est fou. c'est hyper Ouais. contradictoire. quoi. Ouais, mais je suis un mec un peu contradictoire. Ouais, Nous, c'est les beau. poufs souffles, tu sais, on se contredit souvent. Ouais. Non, ouais, Harry, il est tellement intéressant. Ok. C'est un des personnages les plus intéressants que Enfin, et surtout, moi, j'ai ce grand problème quand je lis ou que je vois un film, c'est que j'adore m'identifier. Et Harry, il a tellement de réactions qui sont sur lesquelles je peux t'identifier et te dire, ok, ça va quoi. Tu sais, quand il s'énerve et qu'il envoie chier ses potes, ça t'arrive à toi de t'énerver, d'envoyer chier tes potes. C'est tellement bien de voir que l'élu, le mec parfait, il peut faire ça aussi quoi. Ok, donc Harry. Ouais, c'est lequel le tien? Bah, après, moi, j'ai une passion pour Rogue qui est forte parce que je l'ai découvert tard et que vraiment, le moment de la pancine, pour moi, c'est un des moments où tu apprends dans le set qu'en fait, il est toujours là, tu vois, genre, il choisira toujours la mère Potter, quoi, genre, c'est... C'est fou, le personnage de Rogue, il est hyper intéressant, mais moi, je me souviens avoir eu un truc de genre, est-ce qu'elle l'a pas sorti de son chapeau un peu de manière magique? Alors pour toi, quand il y a la pancine, est-ce que c'est... Il y a deux moments pour moi où je me suis demandé si elle sortait pas un truc de manière magique. C'est est-ce qu'elle savait quand elle a écrit le 2 qu'en butant Non. le carnet c'était un Horcrux, elle l'a écrit après pour toi? Ouais. Pour elle savait pas à ce moment-là Non, et non. elle a Et fait- c'est pas grave. Oui, bah c'est bien tombé sur ses pattes finalement. C'est ça. mais- Et Parce que c'est bizarre quoi, c'est un Horcrux en 5 épisodes et après il y en a Ouais. 4 en un Ouais, quoi. ouais. genre, Non. Je pense qu'elle le savait pas. Mais Ok. c'est génial qu'elle arrive à s'en servir. Et du coup il y a le moment de Rogue aussi parce qu'on a parlé avec mon petit frère hier, c'est est-ce que tu pensais depuis le début que Rogue en fait il était comme ça ou est-ce que toi t'as toujours douté de ce Non, mec? j'aimais bien Rogue en méchant. Ouais. Je Ouais. pense qu'il avait vraiment ce truc. Parce que je trouve il avait cette dualité même quand il était. Ouais. Parce que Rogue, c'est le prof qu'on a tous eu. On a tous eu un prof très très exigeant et en même temps qui t'apprend tellement de trucs que tu sais pas si tu dois le détester ou juste le respecter parce qu'il t'a apporté beaucoup. Quoi. Je pense que Rogue, je sais plus dans quel article je l'ai lu, mais Rogue, c'est le meilleur prof de Poudlard. C'est sûr. En termes d'apprentissage, quand il est prof de défense contre le mal, même quand il est prof de potions, c'est un très bon prof, Rogue. C'est vrai que Rogue, il est vraiment identifié à Alan Rickman maintenant. D'ailleurs, Ouais. est-ce qu'on parlerait pas quand même du meilleur casting de l'histoire en termes Ça, d'adaptation ça, de c'est livres? dingue. Ça, c'est dingue. Moi, ce qui est fou, c'est les gamins, quoi. Ils sont tous très forts. Mais ouais, même Ils sont tous très forts quasiment que là-dedans. Mais après, moi, c'est plutôt les vieux parce qu'il y a quand même McGonagall qui est Ouais. incroyable. Rogue, Dumbledore, t'es Qui a changé. team 1 ou 2 ou team les ceux d'après? Non, ceux d'après. Ah ouais? Ah Ouais. putain, moi pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, parce que Pourquoi pour moi, Dumbledore, il est grand, mystérieux, il parle pas beaucoup. Pour moi, dans les ceux d'après, il est trop dynamique, trop expiègle. Enfin, tu vois, genre, pour moi, il y a un côté, Ouais, Dumbledore, je il vois en impose, quoi. Genre, il te Mhm. regarde d'un seul regard, il te rassure, quoi. C'est pas en faisant des petits mots, des Ouais. petits trucs, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, j'ai grandi avec le. Moi, tu vois, par exemple, l'épisode où il regarde pas Harry de tout l'épisode 5, c'est tellement bien, moi, je trouve ça. moi, ça me stresse. Genre, ouais, mais c'est c'était un génial. moment, genre, ouais. Parce que combien de fois ça nous arrivait d'avoir juste envie d'être regardé et crier face à ce truc, c'est trop fort. C'est lequel ton préféré de film? En film, moi, j'aime beaucoup le 3. Ouais. Toi aussi? Ouais, c'est. le Cuaron, meilleur, quoi. je Genre, pense. il a Ouais. fait un truc assez ouf, hein, même en termes de réalisation, quoi. Après, Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que moi quand je l'ai vu, c'était un Harry Potter, j'étais trop content. Et quand tu le revois aujourd'hui, Ouais. pour le coup, j'arrive plus que les livres à être de loin et à voir que c'est juste, même en termes de visuel, c'est un très bon film. il a vraiment bien réalisé ça. Il y a Le Prince de Sang Mêlé que j'aime beaucoup quand même. Ouais, le film. Ouais. Parce que moi, j'ai Enfin, adoré c'est le mon bouquin. livre préféré de Ouais. tous, et le film je le trouve bien quand même parce que je suis très chaud sur ce. Sur ouais. C'est Rogue quoi. Ouais. C'est ça, c'est. On pourrait parler vite fait sur Harry Potter de quelques angles stand-up quand même. Il y a des angles à faire, Ouais. tu vois, parce que c'est de toute façon des blagues qu'on pourra pas faire sur scène parce que ça prend pas assez de gens. Du coup, Exactement. autant en parler. Mais j'en avais eu 2-3, mais avant j'aimerais qu'on en fasse ça ensemble parce qu'hier j'ai regardé le dernier. Du coup, c'est comme ça que t'as eu l'impression Ouais. qu'on avait parlé de ça, c'est que j'ai regardé le dernier hier et que j'ai mis sur ma story Instagram comme un gros con. Que
que je regardais ça parce qu'il faut que je dise ce que je fais parce que je fais partie du système du contenu jetable. Mais du coup, moi, il y a un moment qui m'a fait trop rire, c'est à la toute fin et je me suis dit, faut absolument qu'on parle de ça, ça serait trop drôle. C'est d'imaginer plein de scénarios de 19 ans plus tard différents si J.K. Rowling avait été hyper drôle et qu'il y avait un petit 19 ans plus tard et qu'on aurait vu Harry au bar complètement alcoolique parce que c'est quand même un mec qui avait vécu une guerre de ouf, il aurait pu aussi avoir le choc, tu vois, genre du coup, je sais pas, un 19 ans plus tard que t'imaginerais qui pourrait... Moi, c'est sur les prénoms de ses enfants, ça me fait toujours rire. Tu sais, il l'a appelé genre Albus, c'est vrai. J'aurais kiffé qu'il l'appelle Peeves. ok, ça c'est drôle. Genre, t'aurais bien aimé, je sais pas, est-ce que ça t'aurait pas fait marrer d'imaginer Ron et Hermione qui arriveraient un peu séparément pour rentrer, mais en même temps ils se sont divorcés, quoi. Genre, parce que Ron est chiant. Mais pour moi, Ron et Hermione, c'est un scandale. Hein. Ah oui ? C'est un scandale. Ils ont rien à faire ensemble. Ah bah plus qu'avec Harry en tout cas. Sinon tu voulais qu'elle finisse sa carrière quand t'étais jeune ? Quand t'étais jeune, même pas ? T'as jamais eu une pulsion de... Ok. Je voulais qu'elle finisse avec moi. Oui, voilà. Pour moi, Hermione, c'est tellement... c'est la femme indépendante parfaite, quoi. Et c'est trop dommage de la réduire à ce truc de... en fait, depuis le début, elle aime trop Ron. J'ai trouvé ça un peu genre... J'ai l'impression qu'elle était obligée de faire ce couple. Qu'elle était obligée de faire un couple dans le trio magique et je trouve ça dommage. Ouais, c'est vrai. C'est pas les feux de l'amour, quoi. Ouais, et puis tu veux qu'elle finisse avec toi, ça c'est aussi compréhensible. Ouais, je trouve qu'il y a un côté. Mais moi quand je les ai regardés, j'avais cet âge-là et j'étais là genre, elle est où je comprends. Parce que moi, mon but c'était de la Poudlard, mais c'était pour empêcher Hermione, c'était pas pour devenir un sorcier. je m'en fous. T'étais prêt à être un crack-molle juste pour sortir avec Hermione. Mais carrément, quoi. C'est drôle ça. Mais les angles de stand-up sur Harry Potter, moi j'en avais un. Alors c'est génial parce qu'on en a parlé, mais c'est sur Harry Potter et Woody Allen. Je dis que genre, c'est les deux trucs que j'adore au cinéma, c'est Harry Potter et Woody Allen. Et j'imagine si Woody Allen il avait réalisé Harry Potter, tu sais. Et je pense que Harry, au lieu de tuer Voldemort, il tombe amoureux de la fille de Voldemort et ils emménagent à Brooklyn, tu sais. Et c'est pas un bon film, quoi. Il aurait fait en noir et blanc. Exactement. Dans New York. Et c'est genre juste, tu vois les parties où Harry il réfléchit sur que faire, bah c'est juste ça, mais tout le temps. Ok. Et c'est ça le film. Avec des longs monologues d'Harry qui parle tout seul face à un microphone. What is life? Pourquoi Voldemort est si méchant? Est-ce qu'il serait pas torturé? Genre, exactement. Moi j'en avais qu'un donc sur Harry Potter, mais je t'en ai déjà parlé aussi. C'est pendant les élections, Marine Le Pen, elle me faisait vraiment peur et je trouvais qu'elle retrouvait des mimiques de Jean-Marie Le Pen de dingue. Et j'avais fait tout un angle mais qui avait pas trop marché parce que il fallait beaucoup de fans Harry Potter. C'est de dire qu'en fait ils se parlent plus depuis 2 ans donc ils se voient plus. Et du coup, j'avais la quasi-certitude que Marine Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen sous Polynectar, en fait, depuis 2 ans, quoi. Genre qu'il avait enfermé Marine Le Pen dans un cachot avec des Doberman qui chantaient la Marseillaise à longueur de journée. Et que si elle était élue un jour, bah, en fait, elle allait se transformer en Jean-Marie Le Pen sur les strates, c'est un mode trop flippant, tu vois. Genre, enfin, bref, j'avais imaginé un moment Polynectar entre les deux, quoi. Mais c'est, ouais. Mais il y a beaucoup de... En fait, c'est dingue le nombre de parallèles qu'il y a à faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont pas vu. Là, c'est un podcast un peu entre guillemets excluant, mais en même temps, c'est quand même très intéressant. Je pense que même si tu le vois pas et si tu l'as pas lu, t'en as entendu parler et t'as un avis dessus. Tout le monde a un avis sur Harry Potter, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça la question. C'est si par exemple les gens qui l'ont pas vu ou pas lu ou les deux. Est-ce que t'es en mode faut que vous lisiez à fond ou est-ce que tu les laisses tranquilles? Non. Bah alors les vrais gens qui... Moi j'ai rencontré une fille l'année dernière qui m'a dit t'es fan d'Harry Potter moi aussi et tout. Et je dirais c'est lequel ton livre préféré? Elle me dit non j'ai vu que les films. Et pour moi juste ça c'est pas possible. Bah oui mais bon si c'est quand même un accès à ceux qui ont pas envis de lire au monde d'Harry Potter et faut pas non plus être en mode les anti-Trump qui parlent au Trump quoi. Tu peux pas dire que t'es fan. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et pour en revenir, je suis désolé, mais pour en revenir au stand-up sur Harry Potter, il y a une très bonne vanne de Kumanji. Il dit ouais, c'est génial Harry Potter, ils prennent des cours de potions, de sorts, mais il faut qu'ils prennent maths aussi, non? Et c'est tellement drôle. Et celle-là, c'est la meilleure vanne sur Harry Potter. Elle est drôle celle-ci, elle est très drôle celle-ci. Elle est très très bien. Parce qu'en plus, elle est compréhensible même pour les gens qui ne connaissent pas Harry Potter. Et c'est pour ça qu'une bonne vanne sur Harry Potter, c'est une vanne où t'as pas besoin d'avoir vu. Ah putain, tu m'as tué tous mes angles stand-up quoi. Après moi si j'ai eu il y a mon frère qui est parti au parc d'attractions à Orlando, je sais pas si il y allait. Ouais, il l'a vécu et il m'a dit qu'il y a eu même un moment lui ça allait mais qu'il était avec une pote qui en fait à un moment donné tu vois Dumbledore apparaître en hologramme devant toi et en fait t'es au préolard en fait à un moment donné il te bat au préolard et en fait c'est dingue et ça c'est limite trop drôle, j'ai pas la vanne dessus mais l'angle est incroyable, c'est qu'en fait ils ont créé un
un processus d'achat obligatoire. Et en fait, tout le monde sort avec une baguette parce qu'en fait, t'essayes vraiment ta baguette, t'exploses vraiment des choses en hologramme et à la fin, t'as ta baguette, donc tu l'achètes quoi. Tu peux pas ne pas l'acheter quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment un truc où en mode venez acheter tout ce qu'il y a sur le chemin et repartez. Mais apparemment, c'est un truc de baiser quoi. Ouais, je pense que t'avais déjà eu envie d'y aller toi? Ouais. C'est mon grand kiff. Ouais. On ira un jour ensemble si tu veux. Grave. Si le podcast fonctionne et qu'un jour j'en tire un peu de sous, je les garderai ce budget pour qu'on parte à Orlando ensemble. Il y a une vanne sur le Magic World Orlando de stand-up, je sais plus qui l'a fait. C'est un mec qui dit la bière au beurre. C'est de la bière et du beurre, hein, c'est pas bon les gars. Ouais, c'est vrai. C'est sûr quoi. Arrêtez de nous faire croire que la bière au beurre ça fait pas bon. Kiffer, quoi. Ouais. Et je pense que si tu vas là-bas, si tu la bois, c'est pas bon. Bah peut-être qu'ils mettent que de la Henken. Hein. Non, je pense qu'ils ont créé une vraie bière au beurre. Ah ouais. Non mais ils sont tellement loin. Ouais, ils sont allés loin. Ouais. C'est très très. Bière au beurre, je suis pas chaud. Non, je suis pas chaud. Si on y va, tu prendras juste la baguette, pas la bière au beurre. J'en prendrai une avec toi pour la photo de profil, mais ce sera pas pour kiffer quoi. Et est-ce que et le choix-pot, moi je trouve ça intéressant le choix-pot. Est-ce que tu laisserais le choix-pot décider où est-ce que tu vas? Moi je lui demanderais, bon gros, tu comptes choisir quoi? Ouais. Et après en fonction de ça, moi j'aimerais m'entretenir 10 minutes avec le choix-pot seul à seul. Pour qu'on prenne la bonne décision ensemble, mais que ça soit réfléchi, que ce soit pas sur un coup de tête devant 500 élèves en mode non, tu vois, genre. Ouais. Voilà, j'aimerais bien qu'on soit tous les deux au calme. Tu me vois quoi? Tu me vois plutôt Gryffondor pour souffle, je te donne mes arguments, tu me donnes les tiens et on discute, tu vois. Et tu penses que à exploiter le choix-pot pour genre par exemple moi qui sais pas quel métier je vais faire encore plus tard, tu penses que tu laisserais le choix-pot décider qu'est-ce que tu vas faire? Non, t'as envie de faire du stand-up, fais du stand-up, Nathan. Lâche pas. C'est le stand-up ta passion, mais quand t'es pris par le stand-up, c'est trop tard. Après, t'es doomed. Mais je pense de toute façon, si je mets le choix-pot, il me dit va faire des blagues. Hein. Ça serait beau. Ça serait mais s'il te dit va réparer des voitures, qu'est-ce que tu dirais pour C'est ça, et c'est hyper intéressant comme question philosophique. Est-ce que tu vas contre le choix-pot? Ah bah ça c'est... Ouais, à la proue. Parce qu'Harry va contre. Mais moi, on a parlé avec mon frère hier, je suis pas sûr qu'il aille vraiment contre. Moi, je pense que s'il le laisse faire le choix-pot, c'est qu'il y a aussi, tu vois, genre, il était peut-être à 50-50 exactement, et que le choix-pot, il avait mis vers là parce que, et puis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, peut-être que le choix-pot, il a aussi pris en considération, il a peut-être volontairement titillé Harry Potter sur son choix d'être potentiellement à Serpentard pour voir comment il réagirait ou des choses comme ça, tu vois, on sait pas ça. Parce que le choix-pot fait pas d'erreur par définition, donc s'il l'envoie à Gryffondor, c'est que c'est ça, hein. Ouais, je pense. On dit tu peux choisir, on a vu que Harry Potter choisir, les autres ils choisissent pas, on met à peine la tête, tu sais, genre. Ouais, il met à peine le truc, il dit, tu vois, genre, et puis il y a que Harry qui est un peu, bon, il y a un enjeu quoi. Mais donc c'est hyper intéressant. Parce qu'il l'aurait envoyé à Poussouf, il y aurait pas eu d'histoire quoi. Si. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que ça aurait été même mieux, je pense, si je me permets. Mais non, mais elle est hyper intéressante. Je trouve que c'est hyper intéressant avec Harry Potter, c'est qu'elle pose des questions comme ça. Est-ce que tu vas contre le choix-pot? C'est tellement plus profond que ce qu'on imagine juste quand on voit le film ou quand on lit le bouquin, quoi. Grave. Aller contre sa destinée, c'est un truc qui est hyper récurrent dans Harry Potter et qui est un truc que nous, les gamins qui lisons Harry Potter, on se pose comme question parfois aussi, quoi. C'est beau. C'est hyper beau. Moi, je trouve qu'on a une discussion incroyable. J'aimerais juste te poser une question un peu plus spécifique, mais j'ai pensé hier et ça me ferait marrer de savoir comment tu vas répondre. Est-ce que tu peux me résumer les 7 tomes d'Harry Potter en 30 secondes, s'il te plaît, pour voir ce qu'il en sort? C'est pas, je veux pas un truc exhaustif, évidemment que ça sera pas parfait, mais si tu dois résumer en 30 secondes Harry Potter. Est-ce que je dois le résumer ou est-ce que je dois le vendre à quelqu'un en lui disant il faut que tu lises? On va faire les deux. Ok, d'abord je le résume et après je lui dis pourquoi tu dois le lire. Résume-le, attention, c'est parti, t'as 30 secondes. Harry Potter, c'est l'histoire d'un sorcier qui sait pas qu'il est un sorcier, qui se rend compte qu'il a tout ce qu'il faut pour être un sorcier, et en même temps il sait pas s'il a vraiment envie d'être ce sorcier-là, parce qu'on l'a prédestiné depuis qu'il est né à quelque chose, et peut-être que finalement c'est pas ce qu'il est fait pour. Et c'est hyper intéressant de le voir grandir tu vas le voir grandir dans le livre, sur est-ce que c'est ça sa destinée, est-ce que je vais respecter ma destinée, ou est-ce que je vais aller à l'encontre de ce qui est prévu pour moi. Ça c'est le résumé d'Harry Potter en 30 secondes. Tu parles pas de Voldemort, tu parles pas de... C'est vraiment... parce que tout ça s'appelle Harry Potter. Ça s'appelle pas Harry et Voldemort. Ça, mon frère m'avait orienté vers ce genre de questions que je trouvais peut-être un peu trop spécifiques, mais du coup, qui pourrait être très intéressante. C'est que J.K. Rowling, elle a construit un point de vue omniscient, donc un narrateur qui sait tout, mais vu d'Harry Potter quand même, servi par la vision d'Harry Potter. Imaginons cette histoire vue par Hagrid, ou même vue, et là on en avait rigolé limite, mais vue par le ministre de la Magie ou par Ombrage, c'est-à-dire des gens qui sont dans le déni de Voldemort jusqu'à la fin de l'épisode 5, voire 6, non 5. Ou 6, bon bref, mais en tout cas dans le déni, et du coup là on le voit à travers la vision d'Harry Potter. Est-ce qu'on aurait pu l'imaginer, quel aurait été un autre bon personnage pour avoir l'histoire d'Harry Potter à travers une autre vision? Neville. Ouais, parce que Neville c'est un des mecs qui grandit le plus, je trouve, dans sa manière d'être et dans sa réaction aux choses, et il est toujours en retrait, donc pour un narrateur c'est parfait. Et le couple avec Luna est beaucoup plus lié que les autres.
C'est un couple stylé, ça, pour le coup. L'histoire de la meuf qui joue Luna dans les films, elle est fantastique. Mais En c'est quoi fait, son histoire c'est une nana qui était malade. C'est une jeune fille qui était malade, qui a lu Harry Potter et qui s'est identifiée au personnage de Luna immédiatement, avant que les films sortent, qui a envoyé une lettre à J.K. Rowling en disant je suis malade, j'ai juste envie de passer l'audition, et qu'il l'a eu. Pour moi, voilà, là, tu vois, tout ça ajoute au fait que c'est génial Harry Potter parce que ça réalise des rêves Ouais, fous, quoi. Ouais, de toute façon, on peut encore en parler des heures, hein, Ouais. donc on a encore un peu de temps. Mais du coup, ouais, là, on parlait d'Harry Potter justement, pour le vendre, on a fait la Ouais. partie résume-le. Pour toi, c'est vraiment concentré sur la destinée d'Harry Potter. Et du coup, pour le vendre à quelqu'un qui l'a jamais vu ou lu. Alors, on va faire pour quelqu'un qui l'a juste vu mais pas lu. Tu lui dis quoi? Ok, tu te rends pas compte à quel point les personnages sont plus intéressants que ce que t'as vu. Vraiment. Et tu te rends pas compte à quel point t'es déjà amoureux d'Hermione, mais vraiment là, tu vas être obsédé par elle. Ok. À chaque page, tu vas avoir envie qu'elle soit présente. Et ça va t'apporter tellement ça va te faire poser des questions que les films ne te font pas te poser, je pense. Je pense que tu te poses plus de questions parce que tu le lis, donc c'est pas pareil. Ok. Parfois tu fais des pauses, Il y a tu surtout vois pas tout beaucoup d'un d'angles. coup. Par exemple, moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué, comme j'ai fait ça très rapproché. Ouais, bah ouais. Le cas des elfes de maison, c'est un truc de ouf qui est pas du tout exploité dans le. Et c'est quand même une problématique quasiment moderne, c'est-à-dire c'est le capitalisme, c'est l'esclavage avant et maintenant même. Oui, et puis c'est la question de est-ce qu'on est supérieur et c'est parce qu'on est supérieur qu'on peut utiliser notre supériorité ou pas, quoi. Ouais, ça ouvre des perspectives Harry Potter. Ouais. Et on a une génération de gens tolérants grâce à Harry Potter. Je pense, ouais, vraiment. Écoutez, lisez Harry Potter, moi je pense que c'est la conclusion de ce truc. T'as un sujet sur Harry Potter que j'ai pas abordé, tu te dis ok, ça c'est dommage parce que quand même, on pourrait parler de. Est-ce que t'as aimé par exemple la pièce de théâtre? Je l'ai lu. Non, c'est pas bien. T'as pas aimé? Non. J'ai trouvé ça cool moi de retrouver les personnages et tout. Enfin, je l'ai bouffé quoi en un jour. Ouais, c'est ça, moi exactement. Et mais je l'ai bouffé un peu comme une frénésie de je suis quand même dans le truc et ça me fait kiffer. Bah, moi pour le coup, c'était vraiment. Elle retombe sur ses pattes trop. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le truc où tu retombes trop sur tes pattes. Et par contre, je trouve que les animaux fantastiques, ça apporte plein de trucs. C'est hyper intéressant. Alors ça, ouais, voilà, moi je vais en parler. J'ai vu une vidéo dessus. Il faut que. Je sais pas comment on peut la. Mais il y a une vidéo essai sur YouTube qui parle du personnage principal qui s'appelle Newt Scamander. C'est hyper intéressant. Là, elle a créé un truc qui est très intéressant. Elle a créé un héros qui n'a aucun aspect de la masculinité qu'on pose chez les héros normalement dans Hollywood et dans les films. Et donc là, je trouve que pour le coup, elle innove vraiment et elle apporte. Enfin, tu vois, il est pas surpuissant, il est pas surintelligent. Sa force, c'est les émotions. Ok, ouais, c'est très J.K. Rowling. Exactement, mais je trouve ça hyper intéressant qu'elle l'ait vraiment développé dans un seul personnage et qu'elle puisse, partager ces trucs-là. Et donc, c'est très intéressant. Les films sont pas forcément des bons films, mais ils apportent encore ces questions qui sont hyper intéressantes et qu'elle arrive à nous poser. Ok, bah on ira voir les Animaux Fantastiques 2 ensemble. Si, ouais, grave. On ira voir tu sais que j'y suis allé avec Fred Cham et Joseph Roussin voir le. Ok, bah on ira donc, ensemble. On sera un quatuor maintenant. Ouais, on ira. Bah, il y a Rémi peut-être qui sera chaud aussi, mais on ira voir ça, ouais. Ok, bah écoute, c'était très cool. Je suis très content d'avoir parlé d'Harry Potter avec toi pendant une demi-heure. Toute dernière question. Ouais. Je la pose à chaque fois à la fin. Enfin, à chaque fois. C'est le deuxième épisode. Mais ça sera à chaque fois. Donc, mais en fait, voilà, moi, il y a l'angle de Norm Macdonald qui me rend ouf sur scène. Je sais pas si tu as vu son special. Le dernier? Ouais. Non, pas en entier. Qui est incroyable. Et Norm Macdonald, qui est sur Netflix, que je conseille à tout le monde, il a un angle incroyable où il dit quand j'étais jeune, on me disait que les adultes faisaient tout pour la prochaine génération. C'était pour eux qu'on bossait, etc. Et moi, je suis arrivé dans le monde des adultes en disant ouais, c'est moi la prochaine génération, trop cool, tu vois. Genre. Et en fait, on lui a dit à ce moment-là, bah non, mais c'est pour la génération encore d'après. Et lui, il répond, je reconnais une pyramide de Ponzi quand j'en vois une. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu souhaites, j'allais dire à la prochaine génération, mais qu'est-ce que tu souhaites à plus ou moins ta génération, en fait? Ce serait quoi le futur? Moi, j'ai toujours vu ma génération comme un nourrisson à qui on donne un iPhone, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on a un truc qui a des possibilités incroyables. Et pour l'instant, on sait pas trop s'en servir, Mais je pense qu'on va apprendre à s'en servir. Et je sais vraiment ce que je souhaite à ma génération, c'est d'utiliser ces outils qu'on a qui, pour l'instant, sont pas encore optimisés pour vraiment faire un meilleur monde. C'est marrant parce qu'Adrien, il avait l'angle de l'iPhone aussi, mais lui, ce qu'il disait, c'est ouais, je trouve qu'ils sont trop aspirés par ça, etc. Oui, Adrien, si je peux me permettre de te répondre, on est aspiré parce que pour l'instant, ce truc-là nous apporte rien d'intéressant, mais il va pouvoir nous apporter des trucs intéressants. Moi, je crois en l'iPhone et je crois en tous ces trucs-là, et je pense que ça va nous aider. Il faut juste qu'on prenne le temps de savoir comment. Alors, d'un, je suis hyper d'accord avec toi, et de deux, je trouve ça hyper stylé qu'il y ait des réponses par podcast interposé entre mes invités. Ouais. Et je pense que c'est un truc que tu viens de me donner une idée, mais
Et là, on a en exclusivité la réponse de Nathan à Adrien. Si vous voulez écouter Adrien, c'est l'épisode 1 et Nathan, c'était l'épisode 2. Et merci beaucoup, Nathan, d'avoir Merci été là. à toi. J'ai kiffé discuter avec toi. Bah, moi Merci aussi. beaucoup, à très vite. Yes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. On aurait pu parler d'Harry Potter encore des heures, mais il fallait bien choisir certains sujets. D'ailleurs, si vous voulez continuer à parler d'Harry Potter, envoyez-moi un message, on pourra aller prendre un café. C'est toujours un plaisir de débriefer sur ce sujet. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à mettre des pouces, à partager le post, à en parler autour de vous. Faites vivre un café Holo 7, ça me ferait vraiment kiffer. Je rappelle que le premier épisode, j'ai pris un café avec Adrien Arnoux. On a parlé de Donald Trump. Et on s'est demandé si c'était la fin du monde. Voilà, vous pouvez toujours écouter ce podcast qui est disponible sur YouTube, iTunes et toutes les applications d'Android. La semaine prochaine, je prendrai un café avec Marina Rollman et j'ai vraiment hâte de débriefer du sujet de la semaine avec elle. Je pense qu'on va vraiment beaucoup rigoler. Nathan Bensoussan, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook et également sur le plateau de stand-up qu'il co-organise avec Fred Cham, le court-circuit Comedy Club. De mon côté, vous pouvez me retrouver tous les jeudis au One More. Je co-organise également un plateau de stand-up depuis plus d'1 an avec Certes Mathurin, le One More Joke. Et pour finir, j'aimerais lancer une vague de remerciements, notamment Alicia et John, qui sont toujours derrière moi pour m'aider à créer le contenu Un Café Holo 7. Pierre Chagnon, à la musique, comme toujours. Clément Hetzel, qui m'a donné l'idée de parler d'Harry Potter en tant que sujet de la semaine, et sans lui, j'aurais jamais eu l'idée d'en parler, et merci beaucoup pour ça. Et du coup, merci également à la Forlock, Edgar, Chloé, Antoine et Victoria, de m'accueillir chez eux pour pouvoir parler aussi souvent et notamment pour avoir pu parler pendant toute une journée d'Harry Potter pour préparer ce podcast. Comme d'habitude, je vous laisse avec un texte qui m'inspire énormément et cette semaine c'est Serge Reggiani qui cite un poème de Baudelaire, Enivrez-vous. J'espère que ça vous inspirera aussi et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau Café Holo 7. C'est Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit enivrez-vous, il dit, c'est ce que je pense vraiment, il dit, il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça.